C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une tasse de tech, édition spatiale de l'espace. Far out. Tu es en Californie, Alain McKenna. Voilà, merci Pascal Forget pour te nommer. Ouais, je mentionne. Ben oui, tu fais bien, c'est ça, je suis à l'extérieur présentement, je suis mon Dieu, au sud de la baie de San Francisco, pour le dire comme ça. Je suis quelque part à côté de Burbank, qui est une espèce de banlieue de San Jose. C'est pas tout à fait de San Francisco, mais c'est pas loin du campus où Apple a tenu une conférence cette semaine pour présenter ses nouveaux produits. On va parler un peu plus tard dans l'émission, mais d'abord, commençons par les bonnes choses. Pascal, que tu nous présentes nos partenaires, nos commanditaires. Oui, nos partenaires qui rendent le podcast Une tasse de tech possible, GoDaddy.ca, Microsoft, TELUS, merci à vous. Et aussi, si peut-être, Alain, parce que tu souffres de décalage, peut-être tu as besoin de café, Tu n'as pas avec toi ta machine Jura 8 entièrement automatique qui va transformer du café en grains ou moulu en boisson caféinée ou pas de ton choix. L'affichage est super intuitif. Tu peux choisir la boisson à ton goût en sélectionnant précisément les quantités de lait, d'eau et de café. Il y a un filtre intelligent pour l'eau pour éviter l'accumulation de tartre. Le nettoyage du dispositif de lait est avec des enzymes pour que ce soit propre et que ça goûte bon. Vraiment une super belle machine. Allez voir la salle de montre Edica sur la rue Saint-Laurent à Montréal. Vous allez être heureux. Et Alain, dis-moi comment ça s'est passé, assister aux premières loges à l'événement Far Out d'Apple. Ben écoute, je me sens toujours un peu plus vieux parce qu'il y a beaucoup de... Il y a un passage du relais à une nouvelle génération de jeunes... En fait, c'est ça à qui j'expliquais ça récemment, c'est de moins en moins une compagnie technologique et de plus en plus une compagnie de lifestyle, Apple. Donc, je veux pas les gens, les spécialistes. Je ne veux pas dire la presse parce que c'est pas des journalistes. Souvent, c'est surtout des Instagrammeuses et des YouTubers qui font la couverture. Maintenant, ça change beaucoup l'approche. On parle beaucoup moins des détails techniques et un peu plus des détails esthétiques. Mais bon, ça change juste la donne. Écoute, j'en profite puisque, évidemment, on a vu, ceux qui ont suivi ça, vous savez, là, il y a un nouvel iPhone qui a été lancé, iPhone 14. Je vous invite à un concours conjoint qu'on organise avec le site Plan Hub, où vous pourriez gagner soit un iPhone 14, justement, tout neuf, ou un Pixel 6a et les Pixel Buds, les écouteurs Pixel Buds qui viennent avec de Google. Le concours a lieu du 7 septembre au 23 octobre, donc ça a commencé en fait cette semaine. Vous pouvez aller vous abonner sur le site planhub.ca /alerte-internet. On va mettre l'adresse dans la description de notre balado, là, que ce soit sur les plateformes balado, sur notre page YouTube, notre page Facebook. On vous invite à vous abonner à notre compte YouTube, à suivre notre page Facebook et vous pouvez vous abonner au concours sur le site Plan Hub. On va croiser tout ça et on va faire un tirage à la fin octobre là, parmi les noms qu'on aura trouvés. Vous pourriez venir nous rejoindre et nous écouter à même votre nouvel appareil mobile, que ce soit Android ou iOS. Tu vois, on est agnostique, hein, on n'a pas de préférence. On y va avec la totale. On parle des deux, puis comme c'est le nouvel iPhone, les gens peuvent le gagner, c'est super chouette. Tu vas aussi nous parler de l'actualité techno de la semaine qui est présentée par l'infolettre InfoBref, à laquelle tu contribues avec des critiques de produits, c'est très chouette. C'est directement dans ta boîte de courriel 2 fois par jour, infobref.com. Parce que là, je sais, j'ai présenté ça à ta place, Alain, puisque je sais que les gens veulent qu'on parle des nouveaux produits qui ont été annoncés. On a quelques Je te vole les élans de la bouche. J'ai vu hier, on a eu une annonce comme quoi tu es en Californie, tu as peut-être raté ça, mais on va faire des essais de taxis volants au Québec dès l'an prochain. En 2023, je trouve ça complètement délirant. Ça fait des années qu'on en parle. C'est l'entreprise québécoise V-Ports qui prévoit faire des vols d'essai de taxis volants au Québec dès l'an prochain. J'ai beaucoup aimé ça, on parle de mobilité aérienne avancée. Ouais. Mobilité aérienne avancée, des appareils à décollage et atterrissage vertical électrique. Grosso modo des gros drones avec plusieurs hélices. L'entreprise a aussi annoncé qu'on allait travailler à la mise en place de corridors aériens entre le Québec et les États-Unis.
Et ça, c'est super important parce que c'est bien beau avoir des drones, des appareils volants, mais il faut pouvoir les utiliser de façon sécuritaire, éviter les zones populeuses, éviter les zones où c'est dangereux. On veut déterminer des couloirs aériens. On veut éviter d'entrer dans d'autres appareils, d'autres aéronefs. On veut pas entrer dans des hélicoptères ou des avions qui peuvent passer ici. Et ce qui est le fun, c'est que ces couloirs aériens pour les aéronefs vont pouvoir être utilisés par d'autres entreprises qui vont pouvoir tester leurs appareils. La compagnie a mentionné qu'il y avait 350 compagnies qui travaillent en ce moment sur des EVTOL, des appareils à décollage et atterrissage vertical électrique dans le monde. Il y a 600 prototypes. C'est ça, le EVTOL. Il y a 600 prototypes de drones volants qui sont en développement en ce moment dans le monde. Fait que je trouve ça très, très drôle de voir qu'on en a parlé pendant des années des taxis volants, mais ça pourrait décoller, c'est le cas de le dire, très, très, très rapidement. C'est une annonce qui a été faite dans le cadre de la Semaine internationale de l'aérospatiale à Montréal. Puis l'entreprise V-Ports, une entreprise québécoise, est très ambitieuse. Elle va avoir des vertiports dans toutes les régions du Québec d'ici 2030 et on en vise 1500 au Québec d'ici 2045. Fait que 2045, c'est très, très loin, mais je trouve ça fascinant qu'on soit déjà là-dessus. Puis ça va d'abord servir, ceux qui pensent tout de suite prendre le taxi volant, ça va d'abord servir au transport de marchandises et d'équipements médicaux. Peut-être que ce sera pas l'an prochain. Été fait que c'était viable dans ce contexte-là. Un autre contexte qui est viable, c'est un seul trajet entre un aéroport et le centre-ville. Ça se fait à New York. Avec des hélicoptères, on pourrait le faire à Montréal aussi. Avec des trucs électriques. En plus. D'abord avec des pilotes. À un moment donné, plus de pilotes. Bien hâte de voir. Exact. Écoute, étant donné que je suis ici, j'ai trouvé une petite actualité. J'ai croisé hier Tim Cook, qui est le PDG d'Apple et qui a réagi. Tu sais, on en parlait il y a, je pense, la semaine dernière, en fait, la question des messages, des bulles bleues et des bulles vertes. Oui, c'est très drôle. Du iPhone. Et quelqu'un lui a demandé à Tim Cook, il dit, qu'est-ce que tu penses de l'incompatibilité de iMessage avec le standard qui s'appelle RCS? Là, je pense que c'est Rich Communication Services. Parce que la demande, on l'a dit, c'était Google et plein d'autres gens qui demandent à Apple de corriger cette incompatibilité-là entre les applications de messagerie texte. Il faut se rappeler qu'à la base, les SMS, c'est censé être universel. Et Tim Cook a dit tout simplement et très laconiquement, en fait, écoutez, vous avez juste acheté un iPhone à votre mère, si c'est ça qui vous embête, les bulles vertes. Alors, clairement, ce dossier-là n'est pas prêt d'être réglé. Peu importe les pressions qu'on pourrait imaginer pouvoir faire, apparemment, ça tombe un peu dans le vide. Il y a différents points de friction par rapport à ça chez Apple. Et le principal, on en parlait un petit peu l'autre jour, puis c'est quand même assez documenté, c'est qu'il y a des gens, évidemment, à la direction d'Apple, et vous aurez compris que Tim Cook en fait certainement partie, qui ne veulent pas justement ouvrir ces outils-là parce que c'est un différenciateur, effectivement, qui permet d'attirer une certaine clientèle. La messagerie d'iPhone est chiffrée de bout en bout. C'est vraiment elle est sécurisée d'une certaine façon, comme ne le sont pas les applications de messagerie texte sur Android, à part WhatsApp. Donc, c'est sûr que c'est un différenciateur, mais en même temps, on pourrait prendre toute la plateforme, les outils de messagerie uniformes et les sécuriser, peu importe le système d'exploitation, et on aurait sans doute un bel outil de communication universel. Il y a un mot pour ça, j'en ai déjà parlé, moi ça m'embête au plus haut point, c'est toute la question de l'interopérabilité. Hein. On lance un nouveau produit, puis on veut que tous les services demeurent exclusifs, la fameuse stratégie d'écosystème. Et là, ce serait l'occasion de faire éclater ça, mais là, clairement, chez Apple, on a décidé que non. Alors, malheureusement, pour ceux qui j'ai senti qu'il y avait un peu de suffisance dans cette réponse-là, parce que Apple vient de dépasser Android aux États-Unis en termes de part de marché pour la quantité d'appareils utilisés. Voilà. Et puis, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est qu'on vient de détourner les textos. Les textos, c'était une plateforme neutre, agnostique. T'envoyais un texto, c'était un texto. Maintenant, le texto est devenu iMessage est devenu propriétaire d'Apple et donc on a l'impression d'envoyer un texto, mais finalement c'est plus un texto qu'on envoie. Je trouve ça un peu dommage, mais en même temps, ils veulent vendre des appareils, ils veulent vendre des iPhones. C'est pas une réponse illégitime de quelqu'un qui veut vendre des appareils. Alors qu'il devrait se concentrer sur les services. C'est la nouvelle d'Apple, mais mise beaucoup sur les services et le lifestyle, comme tu le dis.
pourquoi pas donner le goût aux gens de passer parce que le service est meilleur et pas parce qu'il est exclusif. Rappelons-nous qu'Apple a quand même été sauvé d'un sort pas fameux quand Microsoft a décidé de développer Office, les logiciels Office pour macOS à notre époque. Donc, des fois, il faut savoir aussi retourner l'ascenseur, n'est-ce pas? Oui, faire des standards tout le temps payants pour le consommateur. Ah oui, c'est clair. On fait un bond dans le métavers maintenant, Pascal. Oui, c'est du contenu français dans le métavers. J'ai trouvé ça très, très drôle parce que pendant la pandémie, j'ai écouté un concert de Jean-Michel Jarre qui était dans la cathédrale Notre-Dame virtuelle. Et j'avais trouvé ça très chouette, très le fun, je trouvais qu'il y avait une recherche qui était faite là-dedans. Et j'ai appris que le Centre national du cinéma en France a nommé Jean-Michel Jarre, le musicien. Cherchez sur Spotify, cherchez qu'est-ce qu'il a fait. Oxygène, entre autres, c'est un classique, je crois, de la musique électronique. On a nommé le musicien Jean-Michel Jarre à la direction d'une commission pour développer des œuvres immersives et investir dans le métavers. C'est un budget de 3,6 millions d'euros, à peu près un peu moins de 5 millions canadiens en ce moment. Je trouve ça très particulier. Moi, j'imagine qu'au Québec, on pourrait dire à Robert Lepage, « Hey, pourrais-tu superviser un fonds de créativité comme ça pour développer du contenu? » Parce que c'est bien beau. C'est la France qui a démarré le cinéma avec les Frères Lumière. Et là, on se dit, pourquoi pas développer la cinématographie, j'ai toujours hâte qu'on ait l'œuvre en réalité augmentée, l'œuvre en réalité virtuelle incontournable. Ce qui va faire comme, OK, wow, c'est à ça que ça sert. Oui, le killer app en réalité virtuelle. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il y a Meta qui annonce un événement le 11 octobre. Tu as reçu l'invitation. On va dévoiler la nouvelle stratégie de Meta pour faire un autre parallèle. La vision du métavers et la prochaine ère de l'informatique sociale. Alors, s'il y a plus de France grâce à Jean-Michel Jarre là-dedans, je suis bien content du contenu en français, du contenu francophone. Ça pourrait être très, très chouette. Ben, je pense qu'il faut coordonner ces choses-là parce qu'effectivement, comme tu dis, l'événement du 11 octobre pourrait, si on se fait aux rumeurs, là, être l'occasion pour Meta, justement, de présenter son fameux nouveau casque qui pourrait ou ne pourrait pas s'appeler Quest parce qu'on le sait, ils ont annoncé, quand ils ont changé de nom l'année dernière, Mark Zuckerberg a non seulement annoncé qu'il allait changer de nom, qu'il allait investir 10 milliards par année dans le développement du métavers et des technologies de réalité virtuelle augmentée, mais aussi il a dit, attendez-vous à ce qu'à l'été 2022, et là, l'été 2022, en fait, même 11 octobre, c'est passé l'été 2022. Il a dit donc, à ce moment-là, on aura la présentation d'un nouveau casque, d'une nouvelle génération de casques qui pourrait ou ne pourrait pas, selon ce qui va être lancé, parce que vous avez été très vague, être un casque de réalité augmentée ou virtuelle. Donc, la différence serait qu'un casque de réalité augmentée, un peu comme les HoloLens chez Microsoft, on peut voir à travers, pour avoir une idée de son environnement, et là-dessus, on affiche l'information. C'est pas clair encore. L'invitation aux médias a été lancée. Ça va être une conférence virtuelle. Je ne sais pas s'ils vont, parce que la dernière fois qu'ils ont fait une conférence virtuelle, mais ils ont présenté une vidéo dans un cinéma en réalité virtuelle dans Horizon Venues, là, qui est l'application de Quest, dans laquelle on est comme au cinéma virtuellement. Moi, je m'attendais à ce qu'on soit vraiment en réalité virtuelle, comme une espèce de téléprésence, dans le fond, sur place. Mais là, ce coup-ci, peut-être, le verra-t-on. J'ai pas encore vu l'annonce. L'annonce était une invitation régulière pour un événement, pas dans un événement dans le métavers. J'aurais aimé qu'on nous invite dans le métavers, mais encore une fois, c'est pas tout de suite. C'est seulement le 21, le 11. Attends un peu, c'est le 11. Quelque part en octobre. Là, mais il me semble que je sais que ça finit par... Le 11 octobre, voilà. Alain. 11 octobre, l'invitation. Voilà. Donc, à suivre. On aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, il n'y a pas de problème. Merci, Pascal. Ça fait le tour des brèves actualités de la semaine. On prend une mini pause et on revient ensuite avec les produits Apple qui ont été présentés ici en Californie cette semaine. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Alors, bienvenue à Une tasse de tech édition... On peut pas traduire far out. Depuis tantôt, j'essaie, puis je reviens pas. Mais on va parler quand même des produits Apple. Justement, Pascal, tu nous présentes notre instant. C'est GoDaddy.ca qui offre un moyen facile de créer un site professionnel pour son entreprise. C'est facile, c'est WYSIWYG. Qu'est-ce que tu veux? Ça apparaît à l'écran.
On peut le faire à partir d'un téléphone cellulaire pour dire à quel point l'interface de création de site web est super facile. GoDaddy.ca, vous allez y trouver tous vos besoins pour un site web, l'achat du nom de domaine, la création du site, la sécurité, les transactions en ligne. Amusez-vous. GoDaddy.ca. Merci. On va séparer les choses en deux parce que d'entrée de jeu, mercredi, il y a beaucoup de choses. À l'Apple Park, Tim Cook l'a dit, il dit on va parler d'iPhone, on va parler d'Apple Watch et on va parler d'AirPods. Là, nous, on va le faire en deux temps. On va se concentrer sur l'iPhone 14 qui vient en 4 saveurs. C'était comme l'iPhone précédent, mais qui a quand même quelques modifications. Puis ensuite, on parlera des accessoires. Juste pour vous dire, mais l'Apple Watch Ultra, c'est quelque chose qui m'a vraiment qui me titillait. Alors, j'ai hâte d'en reparler. Mais en attendant, quand même, le gros de la conférence, vraiment la moitié des 2 heures ont été consacrées au nouveau iPhone. Il y en a 4 en 2 formats. Le iPhone mini disparaît du catalogue. Chez Apple, on dit non, pas vraiment. On garde encore l'iPhone 13 mini. Donc, ça reste là. Mais vous comprenez ce que ça veut dire, c'est que les gens ne l'achetaient pas, celui-là. Fait que clairement, ils ont décidé de couper du catalogue. Donc, on a droit à deux groupes de 2 téléphones. iPhone 14 et iPhone 14 Plus de base et iPhone 14 Pro et Pro Max plus haut de gamme. L'iPhone 14 et 14 Plus sont donc les modèles qui risquent d'être les plus populaires, à moins que l'iPhone Pro, je ne sais pas exactement c'est quoi sa popularité, mais j'ai l'impression que c'est quand même les modèles de base qui sont les plus intéressants, surtout qui sont moins chers que les Pro, peu importe le format. On parle d'un téléphone qui fait soit 6,1 ou 6,7 pouces de diagonale dans le cas des iPhone 14 et 14 Plus. On a changé, visuellement, il n'y a pas grand-chose de différent par rapport au iPhone 13. On a quand même changé les caméras avec une caméra de 12 mégapixels, une caméra frontale qui est capable de faire des meilleures photos en situation de faible luminosité, donc en photo de nuit, entre autres, mode nocturne est amélioré. Et on a aussi un troisième... en fait, on a quelque chose qui... j'ai pas tout à fait compris ce qu'ils veulent dire, mais ils ont ce qu'ils appellent un engin photonique. Ça se traduit tellement pas bien. Un engin photonique? Photonic Engine, qui est justement une espèce de... En fait, il doit être une série d'algorithmes qui retraitent les photos, qui retouchent les photos pour les rendre plus nettes et plus détaillées. Bon, il va falloir l'essayer pour savoir si ça fait une différence par rapport aux autres iPhones. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on n'a toujours pas ce fameux téléobjectif qui pourrait faire une belle différence. Là, on a créé quand même ils appellent ça un zoom naturel 2X, là, mais on va chercher des pixels puis on l'élargit. Donc, je ne sais pas à quel point ça fait un beau zoom, mais c'est pas aussi naturel qu'un vrai téléobjectif optique. Mais ça va falloir l'essayer à suivre. Sous le capot, on vient avec le processeur A15 Bionic, là, qui est quand même tout à fait correct en termes de performance, mais surtout, et c'est un peu... Pour moi, c'était la grosse nouveauté. Pour nous, Canadiens, c'est rien parce qu'on ne l'aura pas, mais il y a une version de l'iPhone 14 qui va être vendue en version sans fente pour carte SIM. Il n'y aura que la carte SIM. On s'est entendu avec les fournisseurs aux États-Unis pour dire on n'a plus besoin de carte SIM pour se connecter. Il suffit d'aller dans l'iPhone, d'aller dans les réglages de cellulaire et trouver le forfait qui fait son affaire. Et là, ce qui est le fun pour l'acheteur, c'est qu'il peut prendre le forfait de son choix auprès du fournisseur de son choix, en fait. Et là, il y a, à mon avis, on vient de passer un peu plus de pouvoir du côté des consommateurs, parce qu'on peut plus opter, on peut mieux gérer son forfait. Dans le fond, on peut réduire ou ajuster d'un mois à l'autre et passer d'un fournisseur à l'autre si ce n'est pas notre affaire. Donc, je pense que c'est une belle nouvelle. Malheureusement, on ne l'aura pas ici au Canada, mais ça ouvre quand même la porte à quelque chose qui pourrait être un peu plus gros à l'avenir de ce côté-là. Et parlant de connexions différentes, pour le dire comme ça, il y a la grosse affaire. On pourra, quand on est vraiment mal pris et qu'on n'a pas de Wi-Fi ni de cellulaire, envoyer un message par satellite à même son iPhone. Là, on en parlait, les rumeurs faisaient déjà état d'une connexion satellite dans le passé. Et là, ce qu'on a présenté, c'est un outil qui est vraiment un outil de dépannage, vraiment en cas de dernier recours. Si on est perdu dans le bois, sur une montagne, quelque part, et qu'on n'a vraiment aucune connexion téléphonique, quelle qu'elle soit, on peut ouvrir l'application d'urgence. Là, il va nous pointer vers la direction où, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une visibilité directe avec le satellite. Ce sont des satellites en basse orbite. C'est un réseau qui est fourni par une compagnie qui s'appelle Global Star. Ça n'a pas été dit hier, mais on l'a su hier, mercredi, puisqu'on était encore ici. Mais ça a été par la suite coulé. Donc, c'est une compagnie qui s'appelle Global Star qui va fournir le service. Ce qui est intéressant de cette fonction-là, c'est que, là, le téléphone, on le pointe vers le satellite, la connexion se fait, et dans la première connexion, déjà, il y a un envoi de message. Donc, quand on cherche la connexion, on dit, il y a une série d'options, là, j'ai mal quelque part, je ne sais pas exactement ce que ça dit, mais ça envoie déjà
coordonnées, messages, besoin, niveau d'urgence, choses comme ça. Et ça, c'est envoyé par message texte. Donc, c'est pas un appel qu'on fait, c'est qu'on envoie un message texte qui est envoyé d'un centre, pas dire un centre de service, mais un centre technique qui reçoit et qui le traduit en signal vocal et qui l'envoie ensuite au service 911, finalement, au service d'urgence local, parce que les services 911 n'acceptent pas les messages textes. Donc, ce qui était le petit défi pour Apple, et ce serait anodin si c'était pas aussi grave, c'est que on peut pas donc texter directement le 911, fait que lui, il convertisse le texte en son, puis il l'envoie ensuite à la centrale. Et là, le secours est envoyé. Donc, ça, c'est une nouveauté. Évidemment, c'est quelque chose, et tout le monde le dit, que personne veut avoir à essayer, mais c'est là. Donc, il y a un petit côté rassurant. Est-ce que ça va être utile pour la plupart des gens? C'est rare qu'on n'ait pas sous couverture cellulaire, donc ça reste quand même... il y a un petit côté marketing là-dedans, c'est sûr, mais quand même, on a essayé quelque chose. Puis c'est un premier pas vers l'utilisation des réseaux satellites grand public, parce que ça s'en vient avec les Starlink de ce monde là, qui vont offrir l'Internet par satellite. On peut imaginer qu'un jour, on voudra avoir un réseau global avec un appareil mobile dans ses poches, et c'est un premier pas dans cette direction. Donc ça, c'est intéressant. Pour le reste, concrètement, iPhone 14 et 14 Plus, même chose, 128 GB, 256 GB ou 512 gigaoctets embarqués au choix. De base, le prix reste inchangé par rapport au iPhone 13, donc ça commence à 1 100 $ pour l'iPhone 14 et 1 250 $ pour l'iPhone 14 Plus. Il y a un choix de couleurs, il y a 5 couleurs, c'est vraiment une question de goût. Mais ça, on vous laisse déterminer lequel fait plus d'autres affaires. Je pense qu'on va chercher des gens avec ce téléphone-là qui ont probablement iPhone 8 ou quelque chose comme ça, puis qui veulent augmenter. C'est pas un téléphone qu'on va acheter si on a iPhone, évidemment, 13, 12, 11. Mais il y a quand même un forfait, et c'est là où Apple essaie de tirer un peu la couverte, c'est qu'ils disent, vous pouvez ramener votre vieil iPhone, on le recycle, on vous donne des sous. Et ce programme-là, semble-t-il, est très populaire aux États-Unis. Il a commencé un peu plus tard au Canada, donc il est moins connu chez nous, mais semble-t-il qu'il donne beaucoup d'argent. Et ils veulent avoir les vieux iPhones parce qu'ils disent chez Apple qu'ils peuvent le recycler à 100%, récupérer les métaux critiques, métaux stratégiques qu'il contient, et les réutiliser dans la fabrication d'autres produits. Donc, il y a un petit côté stratégique là aussi derrière ça, c'est à vous de voir. Et ce sont évidemment les iPhone 14 et 14 Plus. Mais, et là, Pascal, je te passe la parole, parce qu'il y a aussi les 14 Pro et 14 Pro Max qui ont été présentés. Et ceux-là, il y a quand même des nouveautés un peu plus substantielles. C'est ça qui est particulier. Normalement, les modèles Pro, les modèles plus gros sont similaires en apparence. Dans ce cas-ci, on tranche. Le modèle Pro va être différent visuellement. Il n'a plus d'encoche. À la place, il y a une nouvelle fenêtre. Moi, sérieusement, quand j'ai vu ça, je me disais, OK, il va y avoir une toute petite, un tout petit trou dans le coin, comme dans la plupart des téléphones Android. Non, c'est une fenêtre en forme de pilule qui s'appelle Dynamic Island. J'ai hâte de la voir en personne parce que ce que je comprends, c'est que sa taille va s'ajuster en fonction de l'utilisation. Donc, cette fenêtre-là va devenir plus ou moins grande en fonction de ce qu'on fait. Toi, tu l'as probablement vu. Il faut que je regarde plus attentivement comment ça fonctionne, mais j'ai bien hâte de voir à l'utilisation qu'est-ce que ça va apporter. L'écran est plus brillant, 2000 nits, 2 fois plus lumineux que celui du iPhone 13. Je trouve ça particulier. Et côté caméra, tu l'avais annoncé la semaine dernière, le modèle Pro passe à une caméra de 48 mégapixels qui va permettre de combiner l'information de 4 pixels ensemble pour obtenir des meilleures photos. Technologie qu'on utilise, le pixel binning, qu'on utilise pour dans beaucoup de téléphones Android déjà. Ça va permettre aussi on a un capteur grand angle, ultra grand angle amélioré de 12 mégapixels. Et d'autres différenciateurs, ce qui est particulier, c'est qu'on utilise le processeur A16 Bionic. Donc, le processeur est plus costaud. C'est une nouvelle génération de processeurs, alors que le iPhone tout court va garder une version précédente du processeur. La fonction qui m'a intrigué, que tu n'as pas mentionné, c'est la détection des accidents de voiture. Oui, fonction qui était sur les téléphones Pixel, les Google Pixel, qui s'ajoute au iPhone. Écoute, je comprends qu'on détecte l'accélération, dans ce cas-ci la décélération violente, le bruit de l'impact d'un accident, le changement de pression dans le téléphone pour déterminer qu'il y a eu une collision, un impact, et ça va automatiquement contacter les services d'urgence en cas de besoin. Je sais pas si ça va utiliser la fonction satellitaire. S'il y a pas, ça va tenter la connexion satellitaire. Combiner les deux ensemble. Faut pas oublier que la connexion satellitaire
C'est ça, la connexion satellitaire, faut pas oublier qu'il faut être à ciel dégagé. Il faut être à l'extérieur. Il faut pointer le téléphone vers le ciel. Comme tu le disais, l'interface va nous indiquer comment faire, va nous permettre d'indiquer des informations sur notre état pendant que la connexion s'établit. Ce n'est pas instantané. Ouais. Il y avait aussi la Apple Watch. Oui, excuse-moi, Alain. Parce que tu le disais, l'écran est le plus lumineux. Hein, c'est un écran AMOLED par rapport à l'autre iPhone, ce qui permet d'avoir un peu plus de flexibilité dans l'affichage, plus d'autonomie, mais aussi, c'est pas une nouveauté pour à peu près personne, mais sauf pour les gens qui ont un iPhone exclusivement depuis toujours. L'écran va pouvoir avoir ce qu'on a la fonction en anglais Always On Display, donc il va avoir l'heure affichée en permanence, même quand l'écran est éteint, quand le téléphone est en veille. Donc on va voir peut-être aussi des alertes, des choses comme ça s'afficher plus facilement, sans qu'on ait à taper sur le téléphone pour voir s'il est quelle heure, pour voir s'il sont des alertes. Mais effectivement, c'est un appareil qui coûte cher, hein, l'iPhone. On peut avoir jusqu'à... Cela dit, moi, on a beaucoup chialé parce qu'Apple a toujours été très chiche sur les versions de base en termes de stockage interne. Mais les versions plus équipées, même si ça coûte une fortune. 1 téraoctet de données sur un téléphone, c'est quand même gigantesque. Il faut payer pour. C'est beaucoup à partir de... Ouais, vas-y. 1399 canadiens pour le iPhone Pro et 1549 pour le Pro Max, qui est de 6,7 pouces de diagonale. Le modèle Pro tout court, 6,1 pouces. Voilà. Mais il n'y a plus d'encoche. Non, exactement. Il y a une île dynamique. Une île dynamique. Est-ce qu'on aime plus ça? Ça va être intéressant. C'est original ce qu'ils ont fait, cela dit. Mais c'est sûr que ça reste une présence noire quelque part dans l'affichage. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. C'était intéressant parce qu'on savait qu'il allait avoir une nouvelle Apple Watch. Il y a eu l'Apple Watch série 8 qui a été présentée et on parlait beaucoup de cette Apple Watch Pro qui finalement va s'appeler l'Apple Watch Ultra. Ah oui, excuse-moi. Non, c'est correct, mais quand on y pense, tu sais, c'est un peu plus logique parce qu'on fait des ultra-marathons, mais est-ce qu'on peut être un pro du sport à part les sportifs professionnels qui gagnent des millions? Oui, eux vont avoir les moyens de se l'acheter, cette montre-là, parce qu'elle est 1100 $ canadiens. Il n'y a qu'un seul modèle et c'est le prix à payer. On cible évidemment les gens qui achètent une montre Garmin qui coûte, une montre comparable Garmin va coûter 800 900 $ facilement. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment un marché de niche, mais c'est une montre qui est un peu plus robuste, un petit peu plus grosse aussi, l'écran est un peu plus large, plus plat. On a vraiment fait un boîtier en titane qui protège l'écran pour le rendre plus résistant aussi. On a bidouillé pour promettre 36 heures d'autonomie. Et je vous dis tout de suite, c'est le principal défaut, c'est la principale limite de cette montre-là. Oui, j'ai fait... Ouais. Une montre Garmin, justement, équivalent, peut avoir jusqu'à 3 semaines d'autonomie. Et quand pas nécessairement qu'on se perd dans le bois, mais quand on part pour une rando de plusieurs jours, traîner son chargeur MagSafe, là, c'est pas toujours commode. C'est pas évident. Puis 36 heures, c'est une journée et quelques, mais si tu l'utilises à plein régime avec la connexion Wi-Fi, la connexion cellulaire, puis après 36 heures, tu fais un ultra-marathon, c'est des fois plus que 24 heures. Tu oublies ton chargeur le matin, tu commences ta course, puis tu as la moitié de l'autonomie, t'es cuit. Oui, on dit effectivement que ça s'adresse à des gens qui font des événements au quotidien, un triathlon, une séance de plongée, des choses comme ça. Donc, on parle encore à une certaine clientèle qui ne va pas justement partir longtemps. Il y a des nouveaux bracelets spécifiquement conçus pour avoir l'air d'une montre, justement, montre de plongée, choses comme ça. Montre de plongée. Effectivement, il y a des fonctions. Il y a une nouvelle application qui s'appelle Oceanic Plus, je crois, qui comprend des fonctions pour les gens qui font de la plongée. On peut aller jusqu'à 100 mètres. Là, la montre est résistante à l'eau jusqu'à 100 mètres selon la norme WR100. Mais il y a aussi une fonction plus légère pour les touristes qui sont dans le sud, qui veulent aller faire de la plongée, de l'apnée. Il y a une fonction qui va vous indiquer votre profondeur, qui va vous aider à vous diriger comme une espèce de boussole qui va vous aider à retrouver toujours votre chemin. Donc, c'est un petit côté... quand on achète, les gens qui font de la plongée, je parlais avec des gens comme ça hier, les gens qui font de la plongée vont s'acheter un appareil, un ordinateur de plongée qui se tient au bras, qui coûte le même prix qu'une Apple Watch. Donc, ils vont se chercher une certaine clientèle aussi, ce qui est pas bête non plus. Donc ça, c'est intéressant. Il y a physiquement, la montre a aussi, au niveau de chaque côté, il y a deux petits haut-parleurs pour la rendre plus puissante en termes de son. On peut produire une alarme sonore stridente avec la montre.
je veux pas avoir l'essayer, mais je disais à la blague hier, peut-être que ça fait fuir les ours. Ça, c'est peut-être pas une mauvaise affaire à avoir à un moment donné. Mais si on est égaré dans le bois, ça peut servir. Il y a un nouveau bouton sur le côté gauche qui s'appelle le bouton d'action, qui reprend en fait ce qu'on retrouve sur la plupart des montres avec moniteur d'activité physique. C'est une action rapide vers moniteur de course, moniteur de plongée. C'est à régler soi-même, là, mais effectivement, ça lance l'application de son choix sans avoir à passer par des menus. Ça, c'est assez intéressant. Et il y a aussi, en fait, il y a différentes actions, il y a différentes choses qui sont raffinées pour être plus précises, notamment le capteur GPS utilise des bandes de fréquence GPS, donc plus précises que l'Apple Watch précédente, donc pour avoir vraiment une idée de où vous êtes spécifiquement. On peut se repérer plus rapidement et plus précisément avec l'Apple Watch Ultra, donc vraiment un produit qui va être intéressant d'essayer au minimum. Oh oui. On le sait, et c'est une autre chose que j'ai dit hier à la blague, c'est que comme les gens qui achètent un Land Rover, qui est un véhicule qui peut grimper des volcans en éruption tout en sirotant son petit espresso, la plupart des gens qui achètent ça, c'est pour l'utiliser sur l'autoroute. Ben, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter une Apple Watch Ultra pour flasher en ville, mais qui ne feront pas nécessairement les activités pour lesquelles elle est conçue. Mais ces gens-là, un produit aspirationnel. Un produit aspirationnel. Je vais faire de la plongée. Positive, c'est excellent. Oui, mais je vais faire de la plongée sous-marine un jour. Je vais pouvoir me servir de l'Apple Watch comme monde de plongée. Et ça, comme tu dis, c'est des marchés acquis, là, instantanément. Pourquoi t'achèterais un gros truc pas très joli que tu portes que pour faire de la plongée, quand tu peux garder à ton poignet le symbole de ton affinité avec Jacques Cousteau. Oh, c'est intéressant. Donc, cette édition-là vient avec connexion cellulaire par défaut. On ne peut pas avoir une Apple Watch Ultra juste Wi-Fi. Il y a vraiment que toutes des versions LTE. Coûte 1100 $, je le disais tantôt. Il y a intégré dans la montre aussi la fonction de détection des collisions automobiles et de chutes sévères, des choses comme ça, là, comme un peu dans l'iPhone. Ça vient aussi dans l'Apple Watch Series 8. C'est l'Apple Watch plus standard, si on veut, qui, elle, reprend le même look que la Série 7. Ajoute par contre une fonction, on cible vraiment les femmes avec ça, c'est une fonction du suivi du cycle d'ovulation. Il y a déjà le suivi du cycle menstruel. Là, on ajoute ça pour les femmes qui veulent mieux suivre leur évolution au niveau de santé par rapport à ces choses-là. Donc ça va être aussi quelque chose qui va certainement intéresser certaines personnes. Mais tout ça ensemble, bref, ce sont les nouveautés présentées du côté de la montre. Mais il y avait aussi le troisième accessoire qui sont les AirPods Pro. Et là, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. J'ai vu ça. Moi, ça paraît plus comme on est en mode rattrapage sur celle-là. Parce qu'on rejoint, dans le fond, ce qui est un peu rendu la norme dans ce genre d'accessoires-là là, de chez Fabricant. Les AirPods Pro? Oui, exactement. Écoute, oui, ils ont le nouvelle puce H2. Non, c'est ça. Écoute, j'ai pas eu l'occasion de regarder beaucoup. Puis comme tu dis, je regarde les caractéristiques. J'ai pas vu quelque chose de particulièrement... ils ont amélioré, mais j'ai pas vu de killer feature qui va me donner envie de vendre mes anciens puis les ajouter. Ben, comme tu dis, il y a un nouveau processeur H2 qui améliore, semble-t-il, rend... en fait, et là, c'est dur à dire ce que ça veut dire, mais on dit que l'insonorisation active est 2 fois meilleure que ce qu'elle était avant. Donc, x2. x2 de quoi? Aucune idée, mais elle est meilleure. Et effectivement, elle est quand même très bonne, effectivement. On n'a pas dit, parce que je l'ai demandé, on n'a pas dit si on avait changé les haut-parleurs, si les petits haut-parleurs étaient plus gros, plus de meilleure qualité, quoi que ce soit. On dit que le son est amélioré. Évidemment, ça vient avec le son spatial. On peut prendre un iPhone et photographier son oreille, ou en tout cas ses 2 oreilles, et ça numérise et ça optimise certains réglages sonores pour s'assurer que c'est parfait pour votre écoute audio-spatiale et stéréo, tout ça. Donc, il y a beaucoup de fonctions, mais on parle pas on n'a pas parlé de la qualité sonore strictement parlé, là, tu sais, les égalisateurs et tout ça, les fréquences. Donc, je sais pas à quel point ça va être différent. Il y a quelque chose, il y a 2 choses, 2 nouveautés, une bonne, une moins bonne. Il y a le mode transparent, vous savez, qu'on peut utiliser quand on veut parler à quelqu'un ou on veut entendre ce qui se passe autour de nous, alors qu'on veut quand même garder la musique ou peu importe ce qu'il joue actif. Il y a un mode adaptatif de ça maintenant qui va ajuster la captation que font les micros pour le jouer ensuite dans vos oreilles en fonction du niveau sonore externe pour pas que ça ait l'air justement que ça vienne comme trop bruyant ou quelque chose comme ça. Ça, c'est intéressant parce que ça nivelle un peu les niveaux sonores. Parce que souvent, sur les écouteurs, quand on met le mode transparent, on entend comme une espèce de micro amplifié, là, puis ça vient comme vraiment gâcher l'expérience. C'est assez particulier. Ouais. Ça, on annule un peu ça avec ce mode-là. Et l'autre truc, c'est, vous savez, les AirPods,
Moi, ce que j'ai toujours apprécié, c'est que les AirPods Pro, en tout cas, c'est que sur la tige, on pinçait pour activer des commandes. Hein. On pinçait 1 fois, 2 fois, 3 fois selon le besoin. Et là, on a ajouté à ça une commande tactile où on peut glisser le doigt pour ajuster le volume. Et donc, on limite ce qui se fait dans la plupart des autres appareils. Et ça, pour moi, c'est un pas en arrière parce que ça marche jamais. Et moi, ça m'agace au point. Donc là, je suis un petit peu déçu, mais il va falloir l'essayer pour le voir si ça marche comme il faut. Dans à peu près toutes les conditions. Des fois, on court, on a les mains moites parce qu'on fait de l'activité physique, tout ça, puis là, ça marche bien, ça marche pas bien, il pleut pas. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être difficile. Il va falloir les essayer un petit peu pour se faire une idée, mais quand même, ce sont deux ou trois nouveautés qui s'ajoutent au AirPods Pro. Autonomie de 6 heures, donc un petit peu améliorée par charge. On a, je pense, 30 heures avec le boîtier. Un boîtier qui vient avec un petit haut-parleur maintenant pour pouvoir faire un bip. Si jamais on les perd, on peut utiliser Find My, l'application, je sais pas si c'est quoi en français, là, pour repérer ces accessoires à Apple. Et on peut leur faire émettre un petit bruit, et là, on peut les retrouver plus facilement. Et cet étui-là se recharge par connexion Lightning, par connexion sans fil Qi, et peut aussi prendre l'accessoire MagSafe avec lequel on peut recharger une Apple Watch. Donc, on peut les recharger de différentes façons à partir de là. Et leur prix, $329. Donc, c'est pas un accessoire qui est donné, mais on dit chez Apple que c'est un des plus populaires, donc à suivre de ce côté-là. Mais ça vous donne une idée de ce qu'on a vu chez Apple cette semaine. Ça fait le tour, hein, je pense. Il y a un petit détail que tu as mentionné. Tu as mentionné Lightning. On espérait, en tout cas moi j'espérais qu'on annonce le iPhone avec une prise USB-C. Il semble qu'ils vont entendre l'an prochain. Ils vont entendre les contraintes. En Europe, ils vont être obligés de passer au USB-C dès l'an prochain. J'en ai parlé de ça aussi, avec les gens d'Apple hier. Et ce qu'on dit, c'est qu'on ne promet rien. En fait, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on se dit déçu qu'on se fasse imposer une norme sur un port de connexion spécifique. Parce que vous savez, quand on a commencé à parler de ça, la norme en vigueur, c'était le micro USB. On pourrait être, si ça avait été accepté à l'époque, on serait pris avec des appareils à connexion micro USB, puis clairement, on a dépassé ça. Donc, Apple, ce qu'il dit, c'est, nous, on aurait préféré qu'on nous présente un problème et qu'on nous oblige à trouver la solution. Ce qui est comme une façon de jouer sur les mots. Est-ce qu'on aura un iPhone USB-C? Je pense que ça ouvre la porte. Il y aurait moyen peut-être de faire d'autres choses, en tout cas, à suivre. Je ne sais pas ça, mais effectivement, ça risque d'arriver l'année prochaine. Mais on ne l'a pas cette année, définitivement. Encore un petit bout de temps pour la connexion Lightning et les nombreux accessoires qu'on utilise, en fait. Ouais. Écoute, Alain, je te remercie beaucoup. Toi, tu es sur le décalage. Est-ce que tu reviens bientôt à Montréal? Oui, j'ai un vol de nuit. Ça va être super plaisant parce que les avions d'Air Canada de nuit n'ont pas de couchette. Peu importe. Alors, on dort mal assis, tout croche, avec pas d'espace. On vit une époque très avancée en termes de technologie, mais les avions toujours aussi peu confortables. Donc, on n'a pas réglé ce problème-là. Donc, je suis déjà d'avance de mauvaise humeur, mais effectivement, je reviens éminemment. Je vais être là à temps, Pascal, pour une tasse de tech la semaine prochaine. Il y a pas de problème. La semaine prochaine. On va avoir du plaisir. On va remercier nos partenaires Microsoft, TELUS et Jura qui rendent le podcast possible. GoDaddy.ca, C23, le groupe Cogeco qui diffuse le podcast partout sur les réseaux Cogeco, 23 stations. Écoutez-les. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, ceux qui s'abonnent à nous sur les différentes plateformes de podcast. On vous salue. Claude Hébert à la mise en onde, Alain McKenna, on peut te lire dans Le Devoir, on peut te lire dans Info Bref, un peu partout. Au plaisir de te revoir la semaine prochaine. Oui, merci. À la prochaine. T'as oublié de dire, Pascal, on peut lire Pascal Forget sur pascalforget.com. pascalforget.com. Alors, allez voir ça. N'hésitez pas à venir nous voir sur notre page YouTube, page Facebook. On a un concours avec le site planhub.ca. Allez voir ça. Dans notre description, on a le lien. Pour le reste, on vous souhaite une bonne semaine, effectivement. Et on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde!